Les mots du voiturier m'ont frappé comme un coup de massue alors que je me tenais dans le hall de l'hôtel, toujours vêtu de mes habits de chantier, serrant les fleurs de notre anniversaire que j'avais traversé toute la ville pour lui offrir, 24 roses rouges, ses préférées. Le voiturier, un gamin d'à peine 22 ans, avait l'air mal à l'aise en me disant « Je pensais que vous deviez savoir, monsieur, votre femme est partie avec un autre homme il y a environ 1 heure, ils sont montés dans une Mercedes noire, il avait la main sur son dos et il riait. » Mon téléphone m'a semblé peser 1 tonne dans ma poche, je l'ai sorti pour ouvrir notre conversation et son dernier message datait de 3 heures, « Soirée spa entre filles, ne m'attends pas, je t'aime. » Je suis resté planté là dans ce hall en marbre, des fleurs hors de prix dans une main, mon téléphone dans l'autre, et j'ai senti quelque chose en moi devenir parfaitement clair, pas de la rage, pas du chagrin, mais du calcul pur et dur. J'ai tapé une seule phrase, « Profite bien de ta dernière nuit dans ma maison », j'ai appuyé sur envoyer, puis je suis sorti de cet hôtel, je suis monté dans mon utilitaire et j'ai passé 3 appels qui allaient tout changer. Si vous voulez savoir ce qui se passe quand une femme trompe un homme qui possède tout ce qu'elle croit être à elle, abonnez-vous, car ce que j'ai fait dans les 48 heures suivantes n'a pas seulement mis fin à un mariage, cela en a réécrit la fin. Je m'appelle Thomas Delacroix, j'ai 39 ans et j'ai passé les 15 dernières années à bâtir ma vie à Lyon, je suis promoteur immobilier, mais pas le genre tape à accent grave-l'œil qu'on voit à la télé, je ne construis pas de gratte-ciel ni de résidences de luxe, je construis des zones commerciales. Des maisons médicales, des entrepôts de stockage, des trucs ennuyeux mais rentables qui rapportent vraiment de l'argent. J'ai commencé avec un seul bien en 2009, juste après la crise, quand tout le monde avait peur, j'ai acheté un centre commercial en faillite à Villeurbanne pour 350 000 €, je l'ai rénové, loué, et revendu 3 ans plus tard pour 1,1 million d'euros. J'ai utilisé cet argent pour acheter 2 autres propriétés, puis 4, puis 8, et à 35 ans, je possédais 17 immeubles commerciaux dans toute la région Rhône-Alpes, valeur totale d'environ 42 millions d'euros, revenu net annuel de 2,8 millions d'euros. Et ma femme Valérie n'en avait aucune idée. Laissez-moi revenir en arrière, j'ai rencontré Valérie il y a 8 ans lors d'un gala de charité, elle était déléguée médicale, belle, confiante, le genre de femme qui attire tous les regards, j'étais là parce que je faisais des dons à l'hôpital pour enfants. Elle m'a abordé au bar en disant « Vous avez l'air d'avoir envie d'être n'importe où sauf ici », j'ai ri et répondu « C'est si évident ». Elle a dit « Seulement pour quelqu'un qui ressent la même chose ». Nous avons discuté pendant 2 heures, elle était intelligente, drôle, ambitieuse, elle m'a dit qu'elle en avait assez de sortir avec des hommes qui ne supportaient pas une femme qui réussit, je lui ai dit que j'en avais assez des femmes qui ne s'intéressaient qu'à ce que je pouvais leur acheter. Alors, que faites-vous, a-t-elle demandé, de l'immobilier, ai-je dit, de petites propriétés, surtout, rien d'excitant, ce n'était pas un mensonge, juste incomplet. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, nous nous sommes mariés en 2017, et je ne lui ai jamais montré l'image complète. Voici le truc avec la richesse, ça change les gens, pas celui qui l'a, mais ceux qui l'entourent, j'ai appris cette leçon tôt quand j'ai gagné mon premier million, je sortais avec une femme nommée Aurélie et dès qu'elle l'a su, tout a changé, soudain elle voulait une plus grosse bague. Un appartement plus beau, des sacs de créateurs, elle ne voulait pas de moi, elle voulait mon portefeuille. Alors, quand j'ai rencontré Valérie, j'ai pris une décision, je garderai mes finances privées, pas cachées, mais privées. Je lui ai dit que je possédais quelques biens, que je m'en sortais bien, je conduisais un véhicule utilitaire standard, un Peugeot Partner, et nous vivions dans une maison agréable mais pas extravagante dans les Monts d'Or, je ne portais pas de Rolex. Je ne voyageais pas en première classe et je ne parlais pas d'argent, je vivais simplement. Et pendant un moment, ça a marché, Valérie gagnait bien sa vie, environ 120 000 € par an, elle payait sa voiture, ses vêtements, ses dépenses, je payais le crédit de la maison, les factures, les courses, on partageait les vacances, ça semblait égal, équilibré. Elle ne posait jamais de questions sur mon entreprise, ne demandait jamais à voir les relevés bancaires ou les déclarations d'impôts, et je ne proposais jamais de lui montrer. Mais au fil des années, j'ai commencé à remarquer des choses, des petites remarques, de petits ressentiments. Le mari de mon amie Karine vient de lui acheter une Tesla, pourquoi on ne va jamais dans des endroits chics? J'ai vu un sac magnifique aux Galeries Lafayette, 3 000 €, tu te rends compte? Elle disait ça comme si elle se moquait du prix, mais ses yeux racontaient une autre histoire, elle voulait ce sac, cette voiture, cette vie, et elle m'en voulait de ne pas lui donner. La vérité, c'est que j'aurais pu lui acheter 10 Tesla sans sourciller, mais je voulais voir si elle m'aimerait sans tout ça, et il s'avère que non. La liaison a commencé il y a environ 6 mois, je ne l'ai pas remarqué tout de suite, j'étais occupé à conclure une affaire sur une nouvelle propriété,
à gérer des locataires et des problèmes de construction, mais les signes étaient là, rentrée tardive, dîner de travail, un nouveau parfum. Elle a commencé à s'habiller différemment, plus d'efforts, plus décolleté, pas pour moi, pour quelqu'un d'autre. Il s'appelait Guillaume Hérault, je l'ai découvert par accident en allant chercher ses vêtements au pressing, elle m'avait demandé de passer les prendre en rentrant et le ticket est tombé du sac, ce n'était pas pour le pressing, c'était pour un hôtel, l'Intercontinental au centre de Lyon. 450 € la nuit, date, il y a 3 semaines, le soir même où elle m'avait dit être à une conférence de vente. Je suis resté sur le parking à fixer ce ticket et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds, je ne l'ai pas confronté, pas encore, à la place j'ai engagé quelqu'un, il s'appelait Marc, un ancien flic devenu détective privé. J'ai besoin de tout savoir, lui ai-je dit, qui, quand, où, depuis combien de temps, tu es sûr de vouloir savoir, a-t-il demandé, j'en suis sûr. 2 semaines plus tard, Marc m'a remis un dossier contenant des photos, des horodatage, des registres d'hôtels, des factures de restaurants. Valérie et Guillaume riant, s'embrassant, entrant dans des hôtels à 14 h un mardi. Guillaume Hérault, 34 ans, gestionnaire de patrimoine, conduisait une Mercedes classe S noire, tout ce que je n'étais pas, tape à accent grave-l'œil, cher, dans la performance. Marc avait même sorti ses états financiers, le gars était endetté jusqu'au cou, gros salaire mais dette encore plus grosse, il avait l'air riche, il ne l'était pas, mais Valérie ne le savait pas, elle voyait juste la voiture, les costumes, les dîners dans des restaurants étoilés. Et elle pensait qu'elle montait en gamme. Je me suis assis dans mon bureau ce soir-là, dossier ouvert, photos étalées sur mon bureau, ma femme, un autre homme, des hôtels que j'aurais pu acheter avec mon argent de poche. J'aurais dû me sentir détruit, trahi, brisé, au lieu de cela, je me sentais calme parce que j'avais enfin la clarté, elle ne m'aimait pas, elle aimait l'idée de moi, ou plutôt l'idée de ce qu'elle pensait que je devrais être, et maintenant elle avait trouvé quelqu'un qui jouait le rôle. Très bien, qu'elle le garde, mais d'abord, j'allais m'assurer qu'elle comprenne exactement ce qu'elle abandonnait. J'ai passé les 3 semaines suivantes à me préparer, pas émotionnellement, mais légalement. J'ai appelé mon avocat, maître Richard Morel, nous travaillons ensemble depuis des années, il gérait toutes mes transactions immobilières. J'ai besoin de blinder mon divorce, lui ai-je dit, je m'attends à des problèmes. Richard m'a guidé, premièrement, toutes mes propriétés étaient détenues par des SCI, des entités juridiques distinctes, mon nom n'était pas sur les titres de propriété, c'étaient les sociétés qui possédaient tout. Deuxièmement, j'avais créé ces SCI avant le mariage, c'étaient des biens propres. Troisièmement, j'avais été méticuleux pour garder les finances séparées, le nom de Valérie n'apparaissait sur aucun compte professionnel, elle n'avait jamais signé de document, n'avait jamais été listée comme associée. Elle n'a aucun droit sur l'entreprise, a confirmé Richard. Mais la maison? Qu'en est-il? C'est à ton nom, mais tu l'as achetée pendant le mariage, elle pourrait arguer que c'est un bien commun. J'ai souri, et si je ne l'avais pas achetée? Richard a haussé un sourcil, qu'est-ce que tu veux dire? Et si une de mes SCI l'avait achetée et que je payais un loyer à ma propre société? Richard s'est penché en arrière, c'est le cas? Ça l'est maintenant. J'ai tout restructuré, la maison, notre foyer, l'endroit que Valérie pensait que nous possédions ensemble, a été discrètement transféré à l'une de mes sociétés holding, j'ai antidaté un bail locatif au prix du marché. Signé par moi en tant que propriétaire via la SCI et locataire en tant que personne physique, parfaitement légal, parfaitement propre. Ensuite, j'ai fait la même chose avec les voitures, son Audi était en leasing par la société, attribué à elle comme avantage en nature, les meubles achetés par la SCI et fournis dans le cadre de la location meublée, même les œuvres d'art sur les murs, les trucs qu'elle avait choisis. Qu'elle aimait, appartenaient techniquement à l'entreprise. Sur le papier, Valérie ne possédait rien, elle ne le savait juste pas encore. J'ai donné un dernier travail à Marc, j'ai besoin de savoir quand ils sont ensemble, en temps réel. Tu veux les surprendre? Je veux que le timing soit parfait. Il a mis en place une surveillance discrète et légale, et j'ai attendu. L'appel est arrivé un jeudi soir, j'étais sur un chantier en train de visiter un nouveau bâtiment médical avec mon chef de projet, mon téléphone a vibré, c'était Marc, ils sont à l'Intercontinental, enregistré il y a 20 minutes, chambre 412. J'ai regardé ma montre, 18h47. Merci, Marc. J'ai raccroché, je me suis tourné vers mon chef de projet, je dois écourter, urgence familiale. J'ai conduit jusqu'au centre-ville, pas à l'hôtel, mais chez un fleuriste à 3 rue de là, j'ai commandé 2 douzaines de roses rouges.
Notre anniversaire était dans 2 semaines, mais je n'allais pas attendre. Une carte, a demandé le fleuriste. Pas de carte, je les livrerai moi-même. Je suis entré à l'Intercontinental à 19h30, sol en marbre, lustre en cristal, le genre d'endroit qui facture 20 € le cocktail, j'étais toujours dans mes vêtements de travail, jeans, bottes, chemise en flanelle, j'avais l'air de sortir d'un chantier, ce qui était techniquement le cas. Le voiturier se tenait près de l'entrée, un jeune gamin en uniforme bordeaux, je me suis approché de lui, « Excusez-moi, je cherche ma femme, Valérie Delacroix, vous l'avez vue ?» Son visage a changé, mal à l'aise, coupable. Monsieur, C'est bon, ai-je dit calmement, j'ai juste besoin de savoir si elle est là. Il a dégluti, votre femme est partie avec un autre homme il y a environ 1 heure, monsieur. Les mots ont flotté dans l'air. Ils sont montés dans une Mercedes noire, il avait la main sur son dos, il riait. J'ai hoché la tête lentement, merci de me l'avoir dit. Je suis désolé, monsieur. Ne le soyez pas. Je suis resté là un moment, les fleurs à la main, j'ai sorti mon téléphone, ouvert ma conversation avec Valérie, son dernier message, soirée spa entre filles, ne m'attends pas, je t'aime. J'ai tapé une phrase, profite de ta dernière nuit dans ma maison, j'ai envoyé, puis je me suis retourné et je suis sorti. Je ne suis pas rentré chez moi, je suis allé à mon bureau et j'ai appelé Richard. C'est le moment, ai-je dit. Tu es sûr? Je suis sûr. D'accord, je déposerai la requête dès la première heure demain. Ensuite, j'ai appelé ma gestionnaire immobilière, Laurence, j'ai besoin que tu changes les serrures de la maison des Monts d'Or ce soir. Ce soir? Ce soir, et j'ai besoin que tu documentes tout ce qui est à l'intérieur, photos, inventaire, tout. Thomas, qu'est-ce qui se passe? Je protège mes actifs. Elle n'a pas posé de questions, j'envoie une équipe dans 1 heure. Enfin, j'ai appelé Marc, j'ai besoin que tu lui fasses signifier les papiers demain matin à son bureau par un huissier. Tu veux qu'elle soit signifiée au travail? Je veux qu'elle comprenne que ce n'est pas une négociation. Considère que c'est fait. Je suis resté assis dans mon bureau jusqu'à minuit, fixant mon téléphone, Valérie n'avait pas répondu à mon texto, elle était probablement avec lui, à rire, à célébrer, pensant qu'elle s'en était tirée. À minuit 47, mon téléphone a enfin vibré, Valérie, de quoi tu parles? Je n'ai pas répondu. 3 minutes plus tard, Thomas, réponds-moi, ce n'est pas drôle, je rentre à la maison. J'ai tapé un mot, non. Elle a appelé, je n'ai pas répondu, elle a appelé encore et encore, j'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi sur le canapé de mon bureau. Pour la première fois depuis des mois, j'ai fait une nuit complète. Le lendemain matin, j'étais debout à 6 heures, douche à la salle de sport, café, direction un chantier. À 9h15, Marc m'a envoyé une photo, Valérie, debout dans le hall de son immeuble de bureau, tenant une enveloppe Kraft, le visage pâle, choqué, la légende disait « livré ». J'ai fixé cette photo un long moment, puis j'ai rangé mon téléphone et je me suis remis au travail. Elle a appelé 47 fois ce jour-là, je n'ai pas répondu. Elle a envoyé des SMS, il faut qu'on parle, c'est de la folie, tu ne peux pas me mettre dehors de ma propre maison, j'ai des droits, Thomas s'il te plaît. J'ai répondu une fois à 17h, toute communication passe par mon avocat, Maître Morel, son numéro est sur les papiers. C'était tout. À la fin de la semaine, Valérie avait engagé une avocate, Maître Solène Kerviel, agressive, chère, connue pour dépouiller les maris devant le tribunal. Elle a envoyé à Richard une lettre exigeant un accès immédiat à la maison, aux voitures, aux dossiers financiers, menaçant de sanctions si je ne m'exécutais pas. Richard m'a appelé, elle attaque fort. Laisse-la faire. Thomas, elle va argumenter que tu dissimules des actifs, que les SCI sont une façade, que tu essaies de la frauder. Peut-elle le prouver? Non, mais elle peut faire du bruit. Laisse-la faire du bruit, ai-je dit, j'ai des papiers qui remontent à 8 ans, tout est propre. D'accord, mais prépare-toi, ça va devenir moche. Ça l'est déjà. La première audience a eu lieu 2 semaines plus tard devant le juge aux affaires familiales pour l'ordonnance de non-conciliation, pour décider qui obtient quoi pendant la procédure. Valérie voulait la maison, sa voiture et 10 000 € par mois de pension alimentaire temporaire. J'étais assis en face d'elle dans la salle d'audience, elle ne me regardait pas. Maître Kerviel s'est levé, Madame la juge, ma cliente a été mise à la porte de son domicile sans préavis, sans accès à ses affaires et sans soutien financier.
La juge, une femme dans la soixantaine nommée Patricia Dumont, m'a regardé, monsieur Delacroix. Richard s'est levé, madame la juge, la propriété en question n'appartient pas à monsieur Delacroix, elle appartient à la SCI Delacroix Holding, une société créée en 2014. Monsieur Delacroix est locataire. Maître Kerviel a ricané, c'est absurde, il essaie de cacher des actifs. Je ne cache rien, a interrompu Richard, je clarifie la propriété. La SCI possède la propriété, monsieur Delacroix paie un loyer, madame Delacroix était une invitée. La juge Dumont a froncé les sourcils, madame Delacroix n'a jamais signé de bail? Non, madame la juge. A-t-elle contribué au crédit? Il n'y a pas de crédit, madame la juge, la propriété a été achetée comptant par la SCI. Maître Kerviel a bondi, madame la juge, c'est clairement un montage pour. Avez-vous des preuves que c'est un montage frauduleux, a demandé la juge. Eh bien, parce que. Si la SCI a été créée avant le mariage et que madame Delacroix n'a jamais détenu de part, alors ce n'est pas un bien commun. Le visage de l'avocate s'est tendu, nous déposerons des demandes de communication de pièces. Vous êtes libre de le faire, a dit la juge Dumont, mais tant que vous ne prouvez pas le contraire, monsieur Delacroix n'a aucune obligation de fournir l'accès à une propriété qu'il ne possède pas en nom propre. Elle s'est tournée vers moi, monsieur Delacroix, où réside actuellement madame Delacroix. Je crois qu'elle loge chez une amie, madame la juge, et son véhicule, également propriété de la SCI, a été restitué à l'entreprise. La tête de Valérie s'est relevée brusquement, tu as pris ma voiture? Ce n'était pas ta voiture, ai-je dit calmement. La juge Dumont a tapé sur son bureau, ça suffit. Madame Delacroix, vous devrez prendre vos propres dispositions de logement. Monsieur Delacroix, vous fournirez une liste des effets personnels de madame Delacroix, elle aura un accès supervisé pour les récupérer. Madame la juge, a commencé maître Kerviel. C'est ma décision, dossier suivant. À la sortie du tribunal, Valérie m'a coincé, espèce de salaud, tu vas vraiment faire ça? Faire quoi, ai-je demandé, protéger ce qui est à moi. Je suis ta femme. Tu étais ma femme, ai-je corrigé, maintenant tu es juste quelqu'un qui a fait un choix. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix, ai-je répété, tu l'as choisi lui, tu as choisi les hôtels et les mensonges et de penser que je ne suffisant pas. Ses yeux se sont remplis de larmes, Thomas, s'il te plaît, on peut arranger ça. Non, ai-je dit, on ne peut pas. Je suis parti. Derrière moi, je l'ai entendu sangloter, je ne me suis pas retourné. Au cours des 3 mois suivants, son avocate a tout essayé, elle a demandé mes dossiers commerciaux, Richard les a fournis, chaque SCI, chaque propriété, chaque transaction, tout était propre, légal, tout était soit des biens propres d'avant le mariage, soit maintenus séparés. Elle a soutenu que j'avais mélangé les fonds, Richard a prouvé que j'avais tenu des registres méticuleux, chaque dépense personnelle payée par des comptes personnels, chaque dépense professionnelle par des comptes pro. Elle a essayé de prétendre que j'avais utilisé des fonds communs pour faire croître l'entreprise, Richard a montré que l'entreprise avait grandi par le réinvestissement de ses propres bénéfices. Elle a exigé un expert comptable judiciaire, l'expert a confirmé tout ce que Richard avait dit. À chaque tournant, son avocate heurtait un mur parce que j'avais construit ces murs soigneusement, délibérément, pas pour blesser Valérie, mais pour protéger ce que j'avais bâti. 4 mois après le dépôt de la demande, nous étions de retour au tribunal pour l'audience finale. Maître Kerviel a fait une dernière tentative, madame la juge, ma cliente a été mariée à monsieur Delacroix pendant 8 ans, elle l'a soutenu émotionnellement, a entretenu leur maison, contribué à leur vie commune, elle mérite une prestation compensatoire. La juge Dumont m'a regardé, monsieur Delacroix. Richard s'est levé, madame la juge, madame Delacroix gagnait 120 000 € par an pendant le mariage, elle a maintenu sa propre carrière, ses propres finances, elle n'a jamais été dépendante de monsieur Delacroix. Elle vivait dans sa maison. Elle vivait dans une maison appartenant à sa société, a corrigé Richard, logée à titre gratuit par courtoisie. Elle conduisait une voiture qu'il fournissait, une voiture de société attribuée comme avantage. La voix de l'avocate est montée, madame la juge, il joue sur les mots. Je respecte la loi, a dit Richard calmement. Madame Delacroix a droit à la moitié des biens communs, mais l'entreprise de monsieur Delacroix n'est pas un bien commun. La juge Dumont a revu le dossier, feuilleté les pages, soupiré. Je suis d'accord, a-t-elle dit finalement. Le visage de l'avocate s'est décomposé. Madame Delacroix a droit à la moitié des comptes joints,
ce qui totalise environ 40 000 euros. Elle a droit à ses effets personnels, son compte retraite et son véhicule qu'elle devra acheter ou louer indépendamment. Elle a regardé Valérie, Madame Delacroix, je comprends que vous soyez déçue, mais la loi est claire, les actifs établis avant le mariage et maintenus séparés pendant le mariage ne sont pas sujets au partage. La voix de Valérie était minuscule, c'est tout ? C'est tout. Le marteau est tombé. Dehors, Valérie se tenait sur les marches du palais de justice, l'air perdu. Je suis passé devant elle, je me suis arrêté. Si ça peut te consoler, ai-je dit, je t'aurais tout donné si tu avais juste été honnête. Elle a levé les yeux vers moi, mascara qui coulait, je ne savais pas. Tu n'as pas demandé, ai-je dit, tu as juste supposé que je ne suffisais pas. Je lui ai tendu une enveloppe. Qu'est-ce que c'est ? Un chèque de 50 000 euros, ce n'est pas obligatoire, ça ne fait pas partie du jugement, c'est juste pour que tu puisses te remettre sur pied. Elle l'a fixé, pourquoi ? Parce que je ne fais pas ça pour te détruire, je le fais pour me protéger. Je suis parti, c'était la dernière fois que je la voyais. 6 mois plus tard, j'ai vendu l'une de mes propriétés pour 8 millions d'euros, j'ai utilisé le bénéfice pour acheter un appartement en attique, un toit-terrasse dans le quartier de la Pardieu à Lyon, baie vitrée du sol au plafond, vue sur les Alpes. Je ne l'ai pas acheté pour frimer, je l'ai acheté parce que je le pouvais enfin, parce que je ne me cachais plus. J'ai recommencé à sortir, doucement, prudemment. J'ai rencontré une femme nommée Claire, elle est professeure, gagne 2500 euros par mois, elle conduit une petite Honda, collectionne les bons de réduction et trouve que les dîners à 100 euros sont extravagants. À notre 3e rendez-vous, je lui ai dit la vérité, il faut que tu saches quelque chose, ai-je dit, je suis financièrement à l'aise. Elle a ri, à l'aise ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je possède quelques immeubles, je m'en sors bien. Bien comment ? J'ai pris une inspiration, très bien. Elle a étudié mon visage, pourquoi tu me dis ça ? Parce que je ne veux pas de secret. Elle a hoché la tête lentement, d'accord. Est-ce que ça change qui tu es ? Non. Alors ça ne change pas comment je te vois. Nous sommes ensemble depuis 1 an maintenant, elle ne connaît toujours pas le chiffre exact et elle n'a jamais demandé parce qu'elle m'aime moi, pas mon portefeuille d'actifs. Quant à Valérie, j'ai entendu par des amis communs qu'elle et Guillaume ont rompu 3 mois après le divorce. Il s'avère que son train de vie était financé par des cartes de crédit et des prêts à la consommation, quand les factures sont arrivées, la Mercedes a été saisie, les dîners chics ont cessé, l'illusion s'est brisée. Elle travaille toujours, même boulot, même salaire, mais elle recommence tout à zéro, seule. Je n'en tire aucun plaisir, mais je ne le regrette pas non plus. Voici ce que j'ai appris, on ne peut pas construire une vie avec quelqu'un qui ne voit pas votre valeur, on ne peut pas aimer quelqu'un au point de le forcer à vous respecter, et on ne peut pas se protéger une fois que les dégâts sont faits. Il faut construire les murs avant la tempête. J'ai construit les miens soigneusement, légalement, tranquillement, pas parce que je m'attendais à la trahison, mais parce que je respectais trop ce que j'avais bâti pour le laisser sans protection. Quand Valérie est sortie de cet hôtel avec un autre homme, elle pensait marcher vers quelque chose de mieux, elle n'a pas réalisé qu'elle s'éloignait de tout.